Essayer de décrypter autant que possible ce qu'il se passe sur le terrain en Ukraine, puisque les lignes ne semblent plus autant figées qu'elles ne l'étaient depuis maintenant quelques jours. Nos invités pour nous aider à tout comprendre, Jean-Paul Paloméros, bonjour. Ancien chef d'état-major de l'armée de l'air française, et Pierre Laurin, bonjour également, bonjour. Écrivain et spécialiste de la Russie. Florent Boutet, on va d'abord se tourner vers vous pour essayer de mieux comprendre justement ce qu'il se passe sur le terrain et pouvoir le décrypter derrière. Où en est-on, Florent, de ce que l'on appelle la contre-offensive ukrainienne? Eh bien, regardez la carte, on voit ici en vert les territoires qui ont été repris ces derniers jours par les Ukrainiens à la faveur des contre-offensives menées la semaine dernière et le week-end passé. 6000 km² au total qui ont été repris, c'est 2 fois plus que le premier chiffre qui a été avancé par Kiev. Et c'est vrai qu'en représailles, l'armée ukrainienne, ces dernières heures, elle a mené des bombardements massifs, vous voyez, du nord au sud, sur l'intégralité de la ligne de front, des bombardements qui ont fait ces dernières 24 heures au moins 8 morts dans l'est du pays. Et ces dernières heures, ce matin, on a appris aussi qu'une nouvelle frappe au sud sur Mykolaïev a occasionné le décès d'au moins 3 personnes. Des bombardements qui s'accompagnent côté russe de tentatives de contre-offensive sur le secteur du Donbass et aussi au sud. Ici, des contre-offensives, nous disent les Ukrainiens, qui pour l'instant sont contenus. L'Ukraine qui affirme même qu'elle continue de grignoter du territoire, de reprendre des localités autour de Kharkiv. Quelques villages aussi sur le secteur de Donetsk qui seraient repassés sous domination ukrainienne, mais des Ukrainiens qui sont visiblement freinés dans leur progression par des terrains laissés minés par les Russes lorsqu'ils ont quitté les lieux. Un dernier mot pour vous dire que du côté de la centrale de Zaporijjia, des nouvelles rassurantes ici, puisque cette nuit, l'AEA nous a dit que la centrale était de nouveau connectée de façon multiple au réseau électrique. Merci Florent pour ce point sur le terrain. On l'a compris, il y a aussi une réponse russe à cette contre-offensive ukrainienne. Ce sont des bombardements massifs qui sont prévus. Anaïs Sanquet, on va justement vous retrouver sur le terrain depuis Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine. Anaïs, en raison de ces frappes, la population va devoir subir encore de nombreuses coupures d'électricité. Oui, car même si vous l'avez dit, la ligne de front, elle se lève, on a pu le constater en nous rendant dans les villages libérés. La ville de Kharkiv, elle est toujours touchée par les bombardements. Il y a eu par exemple un tir de missile ce week-end qui a visé l'une des plus grandes centrales électriques du pays. Résultat, pendant plusieurs heures, les habitants de Kharkiv ont été privés d'électricité. Il y a eu également des coupures d'eau, des bombardements qui fatiguent les habitants touchés depuis le début de la guerre. Kharkiv, c'est même la deuxième ville du pays la plus touchée par les bombardements. C'est pourquoi ici la nuit, Kharkiv est totalement plongé dans le noir. Les habitants tirent les rideaux pour éviter d'être ciblés par ces attaques russes. Et désormais, les habitants également s'inquiètent pour l'avenir. Ils ont peur des représailles. Ils se demandent comment Vladimir Poutine va réagir à cette contre-offensive éclair. Y aura-t-il des bombardements massifs dans le secteur? C'est ici la question que tout le monde se pose. Merci Anaïs Anquet depuis Kharkiv avec Bruno Giraudon. Jean-Paul Paloméros, on a vu sur la cartographie ces reconquêtes, je ne sais pas si vous pouvez appeler ça comme ça, mais en tout cas ces reprises de terrain. Est-ce que, à l'échelle d'un pays, à l'échelle d'une guerre, elles sont significatives, ces reconquêtes? Ils sont significatifs, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ils prouvent, je crois, une première chose, c'est qu'envahir un pays, ce n'est pas forcément simple. On a vu les erreurs stratégiques de Poutine, qu'il est en train, quelque part, de payer encore maintenant, parce que l'étendue de ses forces, l'étendue de son ambition initiale est toujours là, pèse d'un poids très lourd, puisqu'il occupait le pays. Évidemment, des forces d'occupation, ce ne sont pas des forces d'invasion. Donc, il n'est pas capable aujourd'hui de tenir le pays. On le voit, et les Ukrainiens ont repris l'offensive. Et ça, c'est leur force, la guerre de mouvement. Maintenant, l'hiver va venir, donc c'est maintenant qu'il faut. Ça peut fonctionner? Ça peut fonctionner, mais il va falloir s'occuper des populations, il va falloir assurer la logistique. Les Ukrainiens vont devoir assumer cette reprise du pays qui pour leur souveraineté et pour leur but politique, leur but de guerre, est une réussite, c'est clair. Mais attention, ils n'ont pas encore repris des grandes villes de l'Est. Ils se heurtent à une résistance, et c'est logique, au sud, à Kherson, on s'y attendait. Donc, rien n'est gagné. La réaction russe se fera sentir, ce sera des bombardements, bien sûr. Que voulez-vous que fasse Poutine dans le premier temps? Parce qu'il n'est pas capable de contre-attaquer. On parle de contre-attaque, ça me paraît assez illusoire. Non, voilà, le temps va passer, et les positions qui seront plus ou moins figées à l'arrivée de l'hiver seront déterminantes pour la suite. Pierre Laurin, c'est ça la clé. Il faut, comme disait Jean-Paul Paloméros,
reprendre, c'est une chose, mais assumer les reprises, c'en est une autre, et peut-être reprendre aussi une ou deux grandes villes pour montrer qu'on réussit aussi à reprendre les grandes villes. Effectivement, la question, c'est de savoir si aujourd'hui les forces ukrainiennes ont la capacité de reprendre réellement des villes importantes, ou au moins une ville importante qui pourrait marquer réellement le but d'une offensive, de l'offensive qui est en cours. Parce que de toute manière, c'est très simple. Une offensive s'use d'elle-même. Plus on avance, et plus il faut contrôler du territoire, et les troupes s'épuisent, les munitions s'épuisent, les voies logistiques s'allongent, donc elle perd de l'inertie. Et c'est là que la contre-offensive éventuelle peut intervenir. Je crois que pendant les 2 derniers mois, les troupes russes ont eu le temps de refaire, de se reposer, de refaire un minimum, disons, de composants, de munitions, etc., et qu'elles peuvent effectivement déclencher quelque chose. Pour le moment, ce que font les Russes, c'est la solution à minima, c'est-à-dire les bombardements. Mais les bombardements peuvent préfigurer autre chose. De toute manière, les Russes ne resteront pas sans réaction. Et là, il y a une question de temps. Est-ce que les Ukrainiens auront le temps de pousser leur avancée avant que les Russes réagissent, ou est-ce que les Russes, de leur côté, auront le temps de contrer l'offensive ukrainienne? C'est toute la question aujourd'hui. D'ailleurs, c'est intéressant, puisque on prévient rarement quand on va bombarder. Et là, les Russes ont prévenu qu'aujourd'hui, ils allaient bombarder massivement. Ils n'ont pas vraiment besoin de prévenir, puisque ça s'est passé depuis le début de la guerre. Donc on sait que c'est un des moyens, c'est frappe dans la profondeur. D'ailleurs, on est même surpris que d'un sous-emploi, je dirais, de l'arme aérienne russe, qui est quand même assez surprenante. Pourquoi ? Moi, je pense fondamentalement qu'il y a des vrais problèmes profonds de structure, d'entraînement, de préparation. Vous savez, une armée, en l'occurrence une armée de l'air, ça se prépare. Nos pilotes, ils volent 180 heures. Aujourd'hui, les Russes, j'imagine qu'ils en font le tiers et encore. Enfin, c'est des chiffres indicatifs. Donc, on ne peut pas, du jour au lendemain, décréter une opérationnalité si on ne l'a pas construite. Donc, une défense, ça se construit dans le temps. Pour être crédible, il faut toutes les composantes, y compris la formation, l'entraînement, la logistique. Mais d'un autre côté, l'Ukraine n'a pas non plus cette arme-là. Donc, il serait presque à égalité. Donc, je crois que... mais elle a le soutien peut-être alors tactique, voilà, c'est là que je voulais en arriver, évidemment. C'est quand même ce soutien massif, essentiellement des Américains quand même, et des Européens qui font ce qu'ils peuvent avec leurs limites. C'est ce soutien actif qui encourage les Ukrainiens. Il ne faudrait peut-être pas que ça les encourage à un point où, je pense que ce n'est pas le cas, mais où ils perdent un petit peu... Vous savez, l'hubris, l'ivresse un peu de la victoire, ils sont attentifs parce qu'ils peuvent aussi être pris à contre-pied. Hein. Ils sont proches de la frontière russe quand on regarde ce qui se passe dans le Nord. Mais j'imagine que M. Zelensky est très bien conseillé pour éviter ces choses trappes, si je peux dire. Pierre Laurin, l'armée russe aujourd'hui n'est pas assez préparée pour, en tout cas, une guerre qui dure. Je crois qu'au contraire, elle est préparée pour une guerre qui dure. C'est une guerre, effectivement, qui s'ancre dans la durée. Je crois que la Russie sait qu'elle a le temps pour elle, pour le moment, parce que l'hiver arrive, les difficultés sur le terrain vont, question climatique, météorologique plutôt, vont se compliquer. Ça va être beaucoup plus difficile pour les Ukrainiens de mener une offensive contenue. Les Ukrainiens disaient, il y a très peu de temps, je crois que c'était avant-hier, que pour un obus qu'ils tiraient, les Russes en envoyaient 30. C'est la disproportion entre les forces d'artillerie, parce que ce n'est pas parce que les Occidentaux fournissent des équipements d'artillerie très performants qu'ils sont nombreux. Ils sont, hélas, très rares pour les Ukrainiens. Et donc, alors que les Russes, ils ont toujours leur artillerie qui fonctionne très bien avec des milliers de pièces, alors que les Ukrainiens, c'est quelques dizaines, voire 200 de canons et de lance-roquettes modernes. Donc, il y a un déséquilibre qui joue pour la Russie, qui a le temps. Donc, je crois que là, on voit très bien que le Kremlin veut laisser entrer, voire venir. Effectivement, il subit des défaites qui ne sont pas marquantes, mais qui sont tout de même importantes du point de vue
de l'image que la Russie donne d'elle-même, mais elle a surmonté les difficultés de la prise éventuelle de Kiev au début de la guerre. Elle surmontera également, du moins c'est ce que le Kremlin pense. Le Kremlin pense qu'il va surmonter ces déroutes momentanées, disons. Jean-Paul Paloméros. Je crois, j'abonde, mais d'un autre côté, je me demande si on n'est pas à un moment de test, justement, pour aller dans le sens de cette thèse. Est-ce que vraiment les Russes vont pouvoir rebondir? Ils ont des grandes unités qui ont été quand même décimées, des unités qui étaient des unités de professionnels, des unités qui étaient censées être le cœur de leur capacité militaire. Ils ont le nombre, c'est sûr pour eux. Ils ont certainement quand même des vrais problèmes de logistique, des vrais problèmes de recomplètement de leur stock en termes de matières premières, en termes de composants. Ça explique aussi la difficulté d'avoir des missiles de très haute précision, des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'ils ont, malgré tout, ils ont la masse toujours pour eux, mais peuvent-ils la mettre en action dans de bonnes conditions alors que leurs capacités de commandement et de contrôle sont quand même pas bonnes? On le constate à chaque étape de cette crise, que leur renseignement est très discutable. Et puis, bon, arrive l'hiver, est-ce qu'on va avoir des guerres de tranchées, en quelque sorte? Monsieur Zelensky veut gagner, c'est clair, un maximum de terrain d'ici l'hiver. Mais le terrain qu'il gagne, rappelons-le, il faut qu'il s'en occupe. C'est-à-dire que les populations qu'il va libérer, il faut les libérer, il faut les soutenir. Et ça, c'est quand même un lourd fardeau pour une Ukraine dont l'économie est en train de s'écrouler. Parce que c'était quand même, ça aussi, un objectif de guerre de M. Poutine. Est-ce que tout cela, tout ce qu'il se passe en ce moment, vous parliez de défaites par-ci par-là, ça peut jouer dans l'opinion publique russe? Très marginalement. Très marginalement parce que... Même si ça dure? Même si ça dure, parce que là, il est question de mois. Il n'est pas question d'années encore. Peut-être qu'effectivement, une lassitude s'installerait. Mais ce que l'on voit dans le panorama politique russe, c'est qu'il y a quelques mouvements d'opposition, quelques élus locaux marginaux qui protestent. En tout cas. Mais en revanche, les gros partis structurés, par exemple le Parti communiste, veut aller plus loin, veut la mobilisation tout de suite, veut aller le plus rapidement possible, éventuellement jusqu'à Kiev et même au-delà. Il y a un camp très important des va-t-en-guerre qui fait que l'opposition anti-guerre, anti-Poutine, n'est pas audible pour le moment. Est-ce que c'est un hasard si... il y a ce retour un peu de la diplomatie en ce moment? C'est-à-dire est-ce qu'on peut lier les défaites de l'armée russe sur le terrain avec Emmanuel Macron et Olaf Scholz qui reparlent à Vladimir Poutine, avec Ursula von der Leyen qui se déplace à Kiev? Est-ce que non, il me semble que les Européens, sur cet angle-là, sont toujours sur la ligne de soutien ferme et marqué à l'Ukraine. Et le président Macron, il a surtout insisté dernièrement sur ce qui se passait à Zaporijia, à juste titre, me semble-t-il, parce que là, le risque est élevé. Il est clair que les Russes vont continuer à s'en prendre aux capacités énergétiques, aux réseaux électriques, parce que ça fait mal à la population. Et ça, pour le moral, c'est extrêmement difficile. Donc, non, je ne pense pas qu'il y ait une évolution. On va voir si lorsque l'impact des sanctions va rebondir en quelque sorte sur les populations occidentales, évidemment, c'est là, comme disait le président Macron, qu'il va falloir serrer les rangs. Bon, merci à tous les deux de nous aider à décrypter ce qu'il se passe sur le terrain en Ukraine. Jean-Paul Paloméros et Pierre Laurin, merci d'avoir été sur France Info.